Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de l'excellent début de saison des Lakers qui se sont imposés la nuit dernière face aux Spurs. On va également parler des deux équipes qui se cherchent encore en ce début de saison après une poignée de rencontres, les Knicks et les Clippers. Sans tarder, je salue Charles qui me rejoint immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors je tiens à préciser que pour les équipes qui se cherchent, il y a bien évidemment des équipes qu'on n'a pas citées. Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé. Je pense notamment au Magic. Oh oui. Voilà, on a parlé des Pelicans mardi. On a parlé également des Grizzlies. On a évoqué les Mavericks. Mais bon, on va pas taper un homme à terre. Hein, les Mavericks, on va les laisser tranquilles pendant un petit moment. Surtout qu'on va parler des Lakers. Donc voilà. Désolé, les Mavericks. Je suis désolé pour vous. Franchement, on est tous désolés. Hein. Ouais, toutes mes pensées pour vous. On va, Charlie, si tu veux bien, attaquer ce podcast avec l'actualité, comme d'habitude, notamment le fait que le Thunder a perdu son premier match la nuit dernière face aux Blazers de Portland, qui décidément affiche un sacré tableau de chasse depuis l'entame de la saison. Ils ont signé des victoires contre les Warriors tout début de saison, quand les Warriors étaient un peu chauds, les Lakers, les Nuggets et maintenant OKC. Portland met fin à une série de 16 défaites consécutives face au Thunder en saison régulière. OKC, il faut le rappeler, était sur le deuxième match d'un back-to-back et jouait sans Lu Dort et Chet Holmgren. Voilà. Bravo, les Blazers commencent chaud patate cette saison, Charlie. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils sont chauds bouillants. Ouais, ça fait plaisir. Et écoute, pour OKC, c'est une péripétie. Hein. Encore heureux qu'ils vont pas faire la saison en étant invaincus. En parfait, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Depuis le début de la saison, on dit qu'ils arrivent à toujours s'en sortir malgré les absences, qu'ils ont une résilience qui est absolument incroyable. On va pas tout remettre en question pour cette défaite, c'est sûr. Ouais, complètement, ouais. Et puis les Blazers, franchement, une des surprises de ce début de saison pour moi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler potentiellement dans les prochains jours et les prochaines semaines, on verra bien. Russell Westbrook a enchaîné 2 rencontres magistrales sous le maillot des Kings de Sacramento. La nuit dernière, ils se sont imposés face à une équipe des Warriors largement diminuée par les blessures. Sacramento, eux, jouaient également sans Sabonis, sans Zach LaVine et sans Keegan Murray. Russell a signé un triple-double, 23 points, 16 rebonds, 10 passes décisives. Son dernier rebond lui a permis de dépasser Jason Kidd au classement des meilleurs arrière-rebondeurs. Il avait été excellent la nuit d'avant face aux Nuggets de Denver. Son énergie est folle. Les fans des Kings devraient chérir sa présence dans l'effectif. Elle a été sévèrement critiquée cette signature quand il est arrivé à Sacramento. Très sincèrement, Charlie, moi je suis fan. Je me réjouis de la présence de Russell Westbrook. Je trouve que le match face aux Warriors, quand t'es les Kings, quand tu as connu la traversée du désert qu'a eu cette équipe, quand tu as eu ce light the beam avec Fox, Mike Brown, Sabonis, Keegan Murray, tout ça, Hurter, et que tu as tout perdu en l'espace une saison et demie, même pas, je pense que c'est une très bonne chose que Russell Westbrook soit dans ton effectif, personnellement. Écoute, ouais, moi de toute façon, j'étais plutôt content de voir qu'il continuait en NBA, parce qu'il faut quand même se rappeler que cet été, on a été jusqu'à avoir des rumeurs d'un éventuel départ. Donc ça fait plaisir, et effectivement, sur ces 2 derniers matchs, c'est un peu du vintage Westbrook, quoi, avec en plus une vraie réussite au shoot extérieur, ce qui a quand même pas toujours été le cas dans sa carrière. Donc ouais, non, Bien sûr. ça fait plaisir. Moi, j'ai jamais été le plus grand fan de Westbrook, mais en fait, c'est un peu étonnant parce que j'apprécie de plus en plus Westbrook à mesure que sa carrière passe, et pourtant il est quand même plus le joueur qu'il pouvait être en je sais pas 2014, 2015, etc. Mais effectivement, je trouve que rien que pour l'énergie qu'il apporte, rien que pour la mentalité que ce mec-là a sur un parquet, ça fait plaisir. Oui, très sincèrement, moi qui suis fan des Nuggets, Westbrook l'an dernier a été indispensable dans le parcours des Nuggets. Il a vraiment sauvé la saison de Denver. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'apport qu'il a, et notamment cette capacité qu'il a d'être un leader émotionnel sur le terrain. Il faut vraiment lui reconnaître ça. C'est vrai qu'il est... Je suis le premier à le reconnaître. Enfin, je le sais, puisque je l'ai vu longtemps au Thunder, et je l'ai suivi l'an dernier quasiment sur tous les matchs
aux Nuggets. C'est un joueur qui, voilà, qui des fois te fait t'arracher les cheveux parce qu'il prend des tirs débiles, il fait des actions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouais, parfois t'as l'impression Les, que ça se les- déconnecte un peu. Ouais, t'as l'impression que, voilà, que les fils se connectent pas dans son cerveau, quoi. Et t'enrages. Mine de rien, à côté de ça, c'est aussi un joueur qui est capable d'emmener un groupe. Je suis pas sûr que Denver sonne la charge face aux Clippers au premier tour sans Westbrook dans l'effectif. Il a cette capacité d'emmener un groupe, Russell Westbrook, contrairement à d'autres stars en NBA qui ont autrement plus de talent. Il est capable d'emmener un groupe, il est capable de mettre le feu à un effectif, d'inspirer ses coéquipiers. Je le crois vraiment. Et cette équipe de Denver avait vraiment besoin de ça la saison passée, notamment en playoff, surtout en playoff, j'ai envie de dire. Et il est capable de ça. Pour tout le talent que peut avoir Nikola Jokic, que peuvent avoir Jamal Murray et les autres, euh, ils avaient besoin, je pense, d'avoir Russell Westbrook qui se met à hurler contre la foule, qui pète des dunks incroyables, qui allait se prendre la tête, se chamailler avec d'autres joueurs. Et je respecte ça profondément chez Russell Westbrook. C'est vraiment un joueur, je trouve, qui peut être attachant si tu le regardes sous ce regard-là, quoi. Si tu poses ce regard-là sur lui, ce côté leader émotionnel, justement. Et très franchement, enfin, pour les Kings, je trouve ça très bien. Et j'espère qu'ils vont apprendre à apprécier ce joueur dans sa totalité. Bah, surtout que cette saison, ils ont pas non plus 40 sujets de réjouissance, on va pas se mentir. Moi, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que oui, Westbrook, effectivement, il y a des moments sur le parquet dans sa carrière où on se disait, mais qu'est-ce qu'il fout, c'est quoi ce shoot, c'est quoi ça, enfin, où il avait des décisions qu'on comprenait pas, mais une telle débauche d'énergie, ça s'accompagne forcément d'une perte de lucidité sur certains moments. Mais C'est le tout à revers fait. de la médaille, c'est normal en fait. Ces mecs-là sont pas des machines. Tu peux pas être à 200% du début à la fin d'un match et être absolument irréprochable sur ton decision making. C'est absolument impossible. Et lui a toujours eu du mal à canaliser cette énergie. D'ailleurs, Oui, c'est son plus gros défaut à Russell Westbrook. C'est que c'est un joueur qui déborde d'énergie. Je me souviens toujours de la fascination qu'avait Kobe Bryant vis-à-vis de Russell Westbrook. Russell Westbrook était un des joueurs que Kobe adorait, dont il vantait tout le temps les mérites, notamment par la passion qu'il dégageait sur le terrain. À une époque surtout où Russell Westbrook était autrement plus dominant en NBA, avait une place dans la hiérarchie, on va dire, qui était autrement plus haute qu'aujourd'hui. Euh, mais ça, il l'a pas perdu, cette espèce d'énergie incroyable qu'il a. Il a toujours eu du mal à canaliser ça et il n'a jamais su le contrôler tout à fait. Et c'est ce qui l'a malheureusement mis des bâtons dans les roues dans sa carrière. Mais voilà, je continuerai à dire que je respecte profondément ce joueur pour tout le travail qu'il peut accomplir sur un terrain de basket. Franchement, voir Russell Westbrook sur un terrain, c'est un spectacle à chaque instant. Et au moins, enfin, je trouve que c'est un joueur qui ne triche pas là-dessus, et je ne peux que respecter ça. non, et puis attends, il faut pas non plus manquer de respect à Westbrook. Ce mec-là est une légende de la NBA. On parle Je d'un mec suis qui tout a à fait été d'accord. MVP, All NBA First Team, je sais pas combien de fois. C'est un All-Star. Toute sa carrière, il a été All-Star quand il le voulait. C'est un des joueurs qui a fait le plus de triple-double. Là, c'est le recordman de rebond pour les extérieurs, comme tu l'as dit. Enfin, genre, bien sûr, ce mec-là est une légende de la ligue. Qu'on l'aime ou pas, c'est impossible de le nier. C'est devenu un punching ball après son passage aux Lakers. Son passage aux Lakers lui a fait beaucoup de mal. Et lui-même l'a dit d'ailleurs. D'un point de vue personnel, ça a été très compliqué ce passage-là. Et je suis content de voir qu'il a su relever la tête et qu'aujourd'hui. Et je te dis ça, regarde ce qu'il a dit dans sa conférence de presse d'après-match en disant, quand il a été questionné sur Denver, et qu'il dit Denver n'a pas souhaité que je revienne, ils m'ont demandé de ne pas activer mon option, je ne veux pas jouer dans une équipe où je ne suis pas désiré, où je ne suis pas voulu. J'ai trouvé ça hard, mine de rien. Et j'ai apprécié le fait que Jokic, pour le coup, dans sa conférence d'après-match face à Sacramento, souligne le fait que Westbrook était un joueur qu'il avait énormément apprécié. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que quelqu'un lui rendait hommage et surtout après voilà qu'il ait reconnu que jamais Denver ne lui a proposé de revenir quoi.
Ouais, mais dans cette conférence de presse, il explique aussi qu'il est reconnaissant aujourd'hui de pouvoir être encore sur un parquet NBA et Complètement. qu'il prend absolument pas sa situation pour acquis. Mais en fait, ça paraît banal dit comme ça. Mais pour un mec avec son CV, Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. tu vois, c'est pas anodin en fait, quoi. Et non, carrément pas. Et combien d'autres joueurs stars qui ont été MVP de la ligue? Il a été MVP, ce gars-là. Il a quand même, et puis sa saison de MVP, c'était quand même un truc de déglingo total, quoi. Tu vois, il y a la saison, je pense que la saison de Stephen Curry où il est MVP unanime en 2016, je pense que c'est une des saisons individuelles les plus folles que j'ai vues de ma vie, hormis ce que j'ai pu, enfin, hormis Michael Jordan. Ouais, c'est vraiment, cette saison reste pour moi un truc, une expérience extraordinaire dans ma vie de fan, totalement inattendue, totalement folle. La saison de MVP de Russell Westbrook, je crois que c'est juste la saison suivante, Ouais, c'est 2016-2017, 2017, ouais, c'est ça. euh, elle est, elle est quand même sacrément haut placée dans les saisons what the fuck de la NBA, quoi. Et Dieu sait, pourtant, cette saison-là, je crois que c'est Kawhi Leonard et James Harden qui sont dans une maîtrise au sommet de leur art, eux aussi, qui étaient totalement dans la conversation du MVP. Et Westbrook arrive à coiffer ces deux gars-là au poteau. Alors, parce que aussi, il tournait en triple-double. Mais, Triple mais double avec plus de 31 points par match, hein, le mec. non, non, mais sa saison, c'est complètement fou, elle est Avec des game complètement winners folle. sortis d'ailleurs et tout. Non, Oui, face à Denver d'ailleurs. ouais, ouais, En fin il de arrache saison. son trophée de MVP face à Harden, justement sur cette fin de saison où il va te Ouais, chercher des matchs qui n'ont pas lieu d'être, quoi. c'était complètement fou. Ce joueur voilà, reste quand même un ovni dans la NBA et voilà. Je trouve ça cool que sous le maillot des Kings, il est en Californie, donc il est proche de sa famille, parce que toute sa famille est du côté de Los Angeles. Je trouve ça cool qu'il est en train enfin, j'espère qu'il va trouver sa place et qu'il va pouvoir nous enchanter encore pour une saison. J'espère qu'il va continuer comme ça, en tout cas. Tout à fait. Truc assez amusant, je sais pas si tu as vu ça, Charlie, mais Draymond Green a été interrogé sur la sortie de Kevin Durant. Kevin Durant, qui dans l'émission Starting Five, enfin la série documentaire Starting Five sur Netflix, affirmait que l'attaque et la capacité à mettre le ballon dans le panier étaient l'élément indispensable pour remporter des titres. Résumant, la défense a une capacité accessible à tous à partir du moment où tu bouges tes jambes et où tu sais te placer défensivement, contrairement à un talent offensif qui demande vraiment des skills. Ce à quoi Draymond a rétorqué que les équipes qui ne parvenaient pas à s'imposer sont souvent celles qui n'arrivent pas justement à défendre dans les moments clés, et que les Warriors à l'époque de KD, quand KD était avec eux, étaient non seulement des monstres offensifs, mais aussi défensifs. Durant a répondu sur X, comme à son habitude, insistant que l'attaque avec lui était élite dans l'effectif. Enfin, avec lui dans l'effectif était élite. Je suis plutôt team Draymond Green, j'ai envie de te dire, Charlie, parce que très clairement, moi j'ai été biberonné au basket des années 90, donc c'est peut-être un cliché pour moi de dire ah ouais, la défense qui gagne les championnats, gagne les titres, mais c'est dur de pas donner raison à Draymond Green. Je pense que en vérité, il faut les deux, mais tu ne Bien peux sûr. pas avoir l'un sans l'autre si tu rêves de gagner un titre. Aujourd'hui, c'est sûr que comme la NBA se joue, la capacité offensive d'une équipe est très importante. Elle est déterminante, clairement. Hein, ça, je ne dirais pas le contraire. Mais ta capacité à défendre effectivement sur l'adversaire et à ne pas prendre l'eau face à une attaque adverse est tout aussi importante. Et enfin voilà, il y a qu'à voir les derniers champions NBA, tous étaient à peu près, enfin tous étaient très très forts défensivement à leur manière, que ce soit le Thunder, mais défense historique, les Celtics, Denver, c'est peut-être un des exemples, un des contre-exemples qu'on pourrait citer, qui était une défense solide mais relativement faible par rapport à d'autres. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses de cette prise de bec, mais moi ça m'a fait plutôt rigoler euh, cette, cette, euh, cette joute verbale, enfin cet échange sur les réseaux. Écoute, je trouve que le débat est assez ridicule, j'avoue. Effectivement, comme tu l'as dit, il faut avoir les deux. En fait, c'est évident. Enfin, en fait, remporter un titre NBA, c'est incroyablement difficile. Il faut tellement d'éléments C'est défensifs, ça. offensifs sur le banc et la capacité d'ajustement. Il faut avoir de la chance aussi pour éviter les blessures. Enfin, voilà, ce débat, c'est juste un des meilleurs attaquants de l'histoire et un des meilleurs défenseurs de l'histoire qui essaye de tirer la couverture à eux.
Euh, mais en fait, je comprends un peu la frustration d'un mec comme Draymond, dans le sens où la dynastie Warriors, quand les médias en parlaient, ils mettaient avant tout l'incroyable pouvoir offensif des Dubs en avant, la gravité de Curry, la capacité de KD à marquer sur n'importe qui, les Splash Brothers, la révolution du jeu via le tir à 3 points, etc. Mais dans les faits, les Warriors s'appuyaient aussi sur une défense assez remarquable. Et d'ailleurs, un mec comme Klay Thompson, c'était pas juste le splash bro de Curry, c'était aussi, avant ses Absolument blessures, d'accord. un incroyable défenseur. Maintenant, la vérité, c'est quand même assez banal de dire qu'il faut réussir à mettre des paniers pour être champion. No shit Sherlock. Tu vois, typiquement, il y a 2 ans, tu vois, Tellement. il y a 2 ans, les Wolves, ils ont une défense absolument incroyable et on passe l'intégralité des playoffs à dire ils sont beaucoup trop dépendants d'un seul joueur en attaque, ils ne seront certainement pas champions. Donc oui, effectivement, il faut les deux. Et je te dis, moi, ça me fait un peu rire de les voir tirer la couverture à eux. Moi, dans l'absolu, si j'ai envie d'être un peu piquant, je te dirais que de toute façon, ils peuvent s'écharper autant qu'ils veulent. Les deux vrais responsables de la dynastie des Warriors, c'est Stephen Curry et Steve Kerr. Et puis voilà. Ouais, alors moi pour le coup, Draymond, je tiens quand même à rappeler que Draymond Green, si tu rates ses stats pendant le passage de Kevin Durant aux Warriors, enfin du moment où il signe aux Warriors jusqu'à son départ, donc de 2016 à 2019, si tu regardes les stats avancées, Draymond Green est quand même un joueur. Enfin, moi, j'entends trop souvent des gens dire que Draymond Green ne serait absolument rien sans Stephen Curry, et Ah non. je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, non, je Pas suis du pas tout. d'accord non plus. Non, non, c'est un des meilleurs Euh, défenseurs de l'histoire, Draymond oui, Green. voilà. On peut pas le Et, nier. et le net rating de Draymond Green tout seul, sans Kevin Durant ni Stephen Curry sur le terrain, à l'époque Warriors, il est positif. Et pas un peu positif, il est très positif. Il est Oui, oui. à plus 10,35 en net rating, ce qui est remarquable. Non, non, mais c'est ça, c'est que Draymond, c'est un défenseur extraordinaire, mais c'est pas que un défenseur extraordinaire. C'est Tout un à mec fait. qui, dans ses meilleures années, tournait à plus de 7 passes décisives par match. C'est un mec qui a su mettre des shoots très importants à des moments clés. Bien sûr, c'est un membre extrêmement important de la Mm. dynastie des Warriors, c'est évident. Et Kevin Durant, je trouve ça assez comique quand même de sa part de sortir un truc pareil. Alors, encore une fois, je ne nie pas la capacité, je ne nie pas la place de Kevin Durant dans la hiérarchie des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport et de la ligue. Aucun débat, d'accord? Ouais. Cependant, Kevin Durant, à l'époque Thunder, on l'a bien vu, c'est quand même un joueur qui se faisait parfois, et même à des moments clés, malheureusement pour lui, sa carrière, c'est ce qu'elle nous dit, à des moments clés, il n'était pas en mesure justement de répondre présent. Soit il perdait des ballons, soit il ratait les tirs, parce que les défenses fondaient sur lui. Il n'avait pas la lecture de jeu nécessaire pour faire les passes qu'il fallait. Voilà. Quand il va aux Warriors, pourquoi Kevin Durant était à ce point incroyable sous le maillot des Warriors? Et ça, on le voit, et vous pouvez tous aller sur Internet, même regarder si vous avez l'abonnement League Pass Premium, vous pouvez regarder les anciens matchs, regardez les matchs. Vous allez voir, en finale NBA par exemple, où il a été 2 fois MVP des finales, la défense de Cleveland, elle fait des prises à deux sur Stephen Curry au risque de laisser Kevin Durant tout seul parce que Stephen Curry était l'ennemi public numéro 1 pour la défense de Cleveland. Ah bah, il s'est régalé de la Tyron, gravité de Curry, bien sûr. Tyron Lue l'a dit, que Kyrie Irving l'a dit, tout le monde l'a expliqué au sein de Cleveland. La mission numéro 1, c'était surtout pas de ballon dans les mains de Stephen Curry. Et tu vois Kevin Durant qui est tout seul et qui est là, eh oh, c'est trop cool, je suis tout seul. Et qui se gave forcément. Alors je dis pas, il a marqué des paniers incroyables. Ces paniers à 3 points pour fermer les games. C'était un game 3 à Cleveland, je crois, ou un game 4. C'était absolument magistral. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce gars-là a un talent offensif de dingue. Mais il y a un moment où il faut quand même reconnaître que à ce moment-là, il bénéficie quand même grandement de la présence de Stephen Curry et que les défenses étaient principalement concentrées sur Curry et pas forcément sur lui. Et c'est pour Tout à ça fait. que ça semblait assez écœurant, cette équipe des Warriors. C'est-à-dire que tu avais Klay Thompson, Curry, Draymond Green, Iguodala et Kevin Durant. C'était un casse-tête sans nom. Non, non, Et mais une tout à fois que... fait. Et on va pas oublier non plus que Steph Curry a remporté 2 titres sans KD. Tu vois, c'est aussi quand même quelque chose qu'il faut mentionner, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et KD, depuis qu'il est parti, ben voilà. Alors, il a eu cette très bonne
campagne de play-off avec les Nets où ils sont à deux doigts d'éliminer les Bucks. Très franchement, même s'ils avaient éliminé les Bucks, les Nets allaient nulle part. À un orteil. Ils sont à un orteil de les sortir. Voilà, ouais. Mais les Nets, après ça, Kyrie Irving est sorti, Harden jouait sur une jambe, et clairement, il serait pas allé bien loin comme ça. Il y a aucun monde où les Nets font quoi que ce soit derrière. Donc ouais, c'est dommage qu'il ait des pieds comme des planches à pain, C'est mais ça, c'est franchement une pointure de moins et il les sortait. Hein. C'est fou quand même de se dire ça. Enfin, tu oui, vois, c'est assez fou, ouais. c'est fou de se dire C'est assez fou. à quoi tient le titre, quoi. Et Kevin Durant a mis une sauce à PJ Tucker. C'était quand même légendaire. Cette série était légendaire. Je pense que j'ai rarement vu Kevin Durant aussi fort de toute sa carrière en playoff, quoi. Ah mais cette campagne de playoff de KD, elle est folle. Je crois il Elle est tourne folle. quasiment à 35 points par match sur la campagne. Non, il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Alors qu'il revient d'une blessure catastrophique. Mais bon. Voilà, quoi. Mais ça m'a fait rire. Et voilà. Draymond Green, jamais de la vie, c'est un gars qui a surfé le. Curry et Draymond Green font que les Warriors sont l'équipe et la dynastie qu'ils ont été. Et Steve Kerr. Et Steve Kerr, ouais. Voilà. Kerr, Curry, Green et Thompson et Iguodala Et aussi Iguodala, ouais. dans Ouais. un certain niveau. Clairement, ce sont les quatre personnalités les plus importantes de cette dynastie, quoi. Je suis d'accord. Ne jamais l'oublier. Charlie, on va parler des Lakers. Ouais. Parce que voilà, les Lakers, tu te sens bien là, hein. T'es content, Écoute, franchement, ça se passe pas trop mal, ouais. Je suis plutôt content. hein. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve pas du tout. Si, ça t'énerve. Mais oui, un peu. Oui, peut-être. Oui, un peu. Voilà, ce diable de Lucas, c'est dans les rencontres comme celle des Lakers face aux Spurs de l'année dernière que l'on comprend la tristesse et la révolte infinie des fans des Mavericks après le transfert de Luka Doncic la saison passée à Los Angeles. Il a raté 18 de ses 27 tirs et pourtant le génie slovène a maîtrisé la rencontre de telle manière, surtout dans le money time où il a planté un tir assassin à 3 points à 2 minutes 30 de la fin du match. Les Lakers passaient devant après avoir accusé 12 points de retard à la fin du troisième quart-temps. Enfin, un peu avant la fin du troisième quart-temps. Je crois qu'il termine le troisième quart-temps à -8, un truc comme ça. Lucas termine avec 35 points, 13 passes et 5 interceptions. Plus encore, Doncic donne cette impression qu'aucun match est hors de portée tant qu'il est sur le terrain. C'était déjà la sensation qu'il nous donnait à Dallas. C'est encore le cas aux Lakers. Un talent aussi singulier est une chose rarissime en NBA. Alors qu'on pouvait douter, moi le premier en début de saison, les Lakers ont réussi à faire fonctionner les pièces rapportées à l'intersaison. DeAndre Ayton, complètement à côté de ses pompes dans les tout premiers matchs, commence à trouver sa place, très clairement. Marcus Smart et Jack LaRavia jouent leur rôle à merveille. Rui Hachimura a accepté de jouer plus au large et d'endosser un rôle un peu similaire, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, à celui de Dorian Finney-Smith, profitant de la vision de Doncic pour obtenir des tirs ouverts sur le périmètre. Austin Reeves, absent depuis 2 matchs en raison des adducteurs, a joué son rôle de second créateur à la perfection plus tôt dans la saison, on en avait parlé. Je persiste à dire que ce joueur est primordial dans un effectif avec Luka Doncic pour le suppléer à la création. Les Lakers viennent de remporter 5 victoires consécutives avec autant de combinaisons différentes dans le 5 majeur. Ce début de saison, selon moi, ne fait que confirmer le fait que Luka Doncic est clairement le joueur autour duquel il faut construire cet effectif, bâtir l'avenir de cette franchise. Le retour prochain de LeBron James sera d'autant plus passionnant à suivre qu'il devra faire en sorte de ne pas contrarier l'élan collectif qui est en train de se créer sans lui actuellement. Son expérience et son talent devraient l'aider à réussir cette transition. Le contraire serait clairement étonnant. Charles, à quel niveau d'autosatisfaction tu te trouves actuellement, s'il te plaît? Bah écoute, non, mais c'est clair que moi je suis très content. Alors effectivement, déjà, on va commencer par Ayton, parce que Ayton, j'ai été très critique sur lui Oh oui. après le premier match, et j'avais vraiment des doutes sur son profil. Je pense qu'il a aussi été un peu piqué par les critiques, parce que j'étais quand même pas le seul à m'être exprimé. Non. Tout à fait. Et écoute, ouais, il fait plaisir. Smart apporte énormément dans l'intensité, et la Ravia est en confiance. C'est une équipe qui attaque extrêmement bien. Je crois que c'est le 5e meilleur rating offensif. Ouais. C'est une équipe qui est très performante à mi-distance notamment. Alors évidemment, ceux qui brillent le plus à ce niveau-là, c'est Doncic et Reeves, mais pas que. Hein. Ayton, Hachimura, tout le monde est performant.
Ils sont d'une adresse écœurante, Ah les oui, oui, Lakers. alors, Ils sont dans la tête pour le true shooting percentage, pour le, ouais, c'est ça, c'est à la tous meilleure les équipe au niveaux true shooting. d'efficacité. C'est une masterclass pour Ouais, l'instant. c'est ça. Doncic, Ayton, Reeves et Hachimura sont. Alors, j'ai pas vérifié depuis le dernier match, mais ils sont parmi les 10-15 joueurs les plus efficaces de la ligue à mi-distance avec un certain volume. Tu l'as dit, c'est le meilleur true shooting percentage de la ligue et ça en dit long sur l'efficacité de cette attaque. Je trouve que JJ Redick arrive vraiment à pleinement exploiter les qualités de Ouais. cet effectif, la gravité de Doncic et de Reeves. La maîtrise des pick and roll de cette équipe est absolument folle. Alors ça peut paraître très basique à dire parce que le pick and roll c'est quand même un peu le b.a.-ba du basket NBA, mais je pense qu'il y a peu d'équipes aujourd'hui en NBA qui le maîtrisent aussi bien. Il y a beaucoup de complicité, mais c'est encore aussi parce que JJ Redick a réussi à trouver les systèmes qui exploitent le mieux les qualités de ses porteurs de balles. Et quand je parle des porteurs de balles, j'inclus Smart là-dedans parce que lui aussi souvent remonte le ballon et souvent démarre les actions avec la gonfle. Quelle Euh, bonne pioche, Marcus Smart. mais non, mais Marcus Oh, Smart, c'était c'est sûr, hein. Enfin, j'en doutais pas, mais il revient bien, je suis content. ah ouais, je suis trop content aussi de le voir revenir. C'est vraiment le genre de mec que tu détestes quand il est en face, mais alors quand il est chez toi, mais Ah, qu'est-ce que tu le t'es kiffes. content. Ah ouais, c'est Grave. le bonheur. Donc ouais, Reeves a beaucoup progressé dans sa lecture de jeu aussi. Ça contribue beaucoup au fait de trouver les shooters dans leur position préférentielle. Les écrans sont de bonne qualité. Et là, par exemple, Ayton, j'avais critiqué à ce niveau-là après le premier match. Bah là, il fait du très bon boulot. Chacun sait ce qu'il doit faire. Déjà, la saison dernière, moi, j'étais assez content de ce que JJ Redick avait mis en place en attaque. Mais alors là, je suis vraiment, vraiment très satisfait. Et pour moi, c'était hyper important de bien attaquer cette saison. On l'avait déjà dit, parce que, outre l'aspect comptable, en fait, c'était important pour moi que l'équipe montre qu'elle pouvait être performante en l'absence de LeBron James. Et pour le moment, c'est le cas. Alors, on peut pas dire que sur le bord du terrain, il ait l'air ravi, mais ça, tant pis pour lui. Donc ouais, non, franchement, j'ai très content et vraiment surtout très très content de voir ce que JJ Redick met en place. Je te dis, je trouve qu'il arrive vraiment à tirer parti des role players. Ces systèmes permettent d'exploiter toutes leurs qualités. On peut penser à un mec comme Laravia, Hachimura, qui est incroyable en termes d'adresse. Bon voilà, hein, ça se passe très bien. On fera un bilan d'ici la fin du mois parce que normalement LeBron sera revenu. Je crois qu'il va Ouais, revenir une ou autour. deux semaines encore, apparemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Après le road trip, en tout cas, qui se profile là. Donc écoute, ouais, hein, franchement sur ce début de saison, on n'est pas très loin d'un sans faute. Je veux dire, même quand on décide enfin, quand JJ Redick décide de reposer Reeves et Doncic, ça gagne. C'est quand même un signe qui est très positif. Euh, Pourtant, l'équipe n'a pas été complètement préservée par les blessures sur ce début de saison. Hein. Doncic, Reeves, Ah, mais carrément pas. Vincent, Enfin, Ace. Enfin, c'est pour ouais, ça qu'on parle de maintenant. Enfin, je veux dire, vu l'adversité avec laquelle ils ont débuté la saison, ouais, regarde, t'as pas LeBron James. T'as Luka Doncic qui manque des rencontres. Là, t'as Austin Reeves qui manque des rencontres. JJ Redick a dû faire un pot pourri pour construire son effectif à chaque rencontre comme il le pouvait avec les gens qui le pouvaient. Là, face à Portland, là, t'as Nick Smith Jr. qui est sorti du bois. Le gars, c'était Kobe Bryant bientôt. C'était n'importe quoi. Le mec, il marque 25 points en 25 minutes en sortie de banc. Tu te dis, mais ouais, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce sketch, quoi? Mais ça joue super bien. bah ouais, c'est Ça joue ça. super bien. Et c'est surtout ça, moi, qui m'intrigue le plus. Au-delà du talent absolument écœurant de Luka Doncic, bon, qui garde toujours ce côté râleur sur le terrain. Bon, il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, on sait qui il est. Mais très franchement, JJ Redick est quand même un coach. Euh, c'est pas que je doutais de sa capacité à être un bon coach, mais c'est un excellent coach. Moi, je Et doutais il de sa le prouve. capacité aux Lakers, tu vois. Ouais, ouais. Et il le prouve de façon continue. Et à chaque fois qu'il, malgré des situations peu accommodantes, où ça serait facile d'aller trouver des excuses, ça serait facile de dire, bah ouais, mais attendez, vous vous rendez compte dans quel contexte je dois évoluer? Non, 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 non. Il arrive à gratter ce qu'il peut. Et franchement, s'il parvient, j'avais parlé de ça au début de saison. Est-ce que Doncic est capable enfin Doncic, les Lakers et JJ Redick, bien évidemment, enfin l'ensemble de cette situation, est-ce qu'ils c'est capable de relancer DeAndre Ayton d'une façon ou d'une autre? Tu vois le match face aux Spurs hier, limite il est en train de donner la leçon à Victor Wembanyama, c'est pas rien. Ouais, ouais, et puis il montre aussi, si tu veux, pendant longtemps, on a pensé que l'intérieur idéal avec Luka Doncic, c'était un mec avec beaucoup de verticalité
Et c'est pas le cas d'Ayton, mais franchement, de par la qualité de ses écrans, de par la qualité de ses déplacements sans ballon, il fait vraiment, vraiment du très bon boulot pour le moment. Et ça, franchement, moi, je m'y attendais pas du tout, vraiment pas. Donc ouais, Même très dans content. l'attitude. C'est son attitude que tu critiquais beaucoup aussi, Charlie, et à Aussi, ouais, bien juste sûr. titre. Ayton, c'est quand même un mou du genou. Il était critiqué aux Suns, il était critiqué à Portland. Ah bah c'est le Et softie, quoi. voilà, c'est clairement ça, quoi. Il est d'une nonchalance au rebond qui est parfois quand même extrêmement énervante si t'es fan des Lakers. Enfin, si t'es fan de l'équipe dans laquelle il est, des fois tu comprends pas, tu vois. Tu te dis, mais gars, mais bouge-toi, t'es plus grand que tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Et, euh, et là, alors, il a la personnalité qu'il a, DeAndre Ayton. Je m'attends pas non plus à une révolution totale de sa part. Mais là, je le trouve beaucoup plus combatif, beaucoup plus engagé. Il l'a dit, il se sent mis en confiance par le coaching staff et il a envie de répondre positivement à cette confiance qui lui est donnée. Ouais, non mais tout à fait, c'est ça. Et écoute, voilà, moi ouais, je suis vraiment, vraiment satisfait de ce début de saison. Maintenant, j'avoue que j'espère qu'on va pouvoir voir un peu Reeves et Doncic enchaîner assez rapidement ensemble, parce que depuis le début de la saison, ils ont joué moins de 50% des matchs ensemble, hein. Ils ont joué 4 matchs sur 9 Ouais, en étant tous les deux présents sur le parquet. D'abord, Doncic a été absent, maintenant c'est Reeves qui est sur la touche. Et je pense que c'est important de voir le plus possible ce duo sur le parquet pour avoir le plus de certitude possible quant à l'avenir et le futur éventuel contrat d'Austin Reeves. Mais vraiment, ouais, non, pour moi, la très très grande satisfaction de ce début de saison, c'est JJ Redick. C'est ce qu'il arrive à mettre en place offensivement. Et vraiment, regardez les pick and roll des Lakers, c'est une masterclass, vraiment. ouais, carrément. Ouais. Non, non, bah écoute, profite, hein, Charlie. Ah, je profite, ouais, 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 je Là, profite. Ça fait du franchement, bien, hein. Tu je serres les sais pas. poings, hein. Non, 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 mais oui, bien sûr, bien sûr, vous êtes l'ennemi à abattre. Je vous déteste du plus profond de mon être. Mais, mais, ouais, je voudrais pas être fan de Dallas, quoi. Dallas, c'est vraiment catastrophique, absolument, quoi. Tu sais, je repensais au fait qu'on disait, attendez, Dallas, il récupère quand même Anthony Davis, c'est pas une chèvre, faut pas manquer de respect à Anthony Davis. Attends, le mec, il est blessé. Tout le temps, il est tout le temps blessé. Dallas, ils prennent la flotte de façon, où ça va être quasiment impossible de rectifier le tir dans la conférence Ouest. Clairement, là, ils sont déjà en train de couler, mais de façon irréversible. Ils doivent se coltiner D'Angelo Russell, tous les anciens cauchemars des C'est Lakers, ça, c'est ce que j'allais qui dire, sont lui aussi, il a un bon les lien avec fantômes nous. des Lakers qui sont en train de hanter le truc. Et derrière, ils doivent voir leur pépite, le mec qui les a fait rêver, qui les a emmenés en finale il y a même pas, il y avait même un an et quelques, En un vrai, an et quelques mois, quoi, il leur manque qui un était en petit Kyle Kuzma, tu vois, comme cerise sur le gâteau, là. et le mec, il est là en train de danser la salsa sous le maillot des Lakers. Mais mon Dieu, mais comment tu dois avoir la boule au ventre. Mais Ouais, c'est un peu le sel sur la plaie, effectivement, je pense. Ouais. ouais, ouais. Et puis surtout que tu commences, Dallas, ça commence la saison avec des espoirs complètement déraisonnables. Ouais, on va faire les playoffs, on sera la surprise de la saison. Waouh, la chute totale, quoi. C'est moche. Ouais, bah, Charlie, fin novembre, hein, le match contre Dallas, d'accord. là. Le mec, il pointe du doigt. Alors, les fans de Dallas, rendez-vous fin novembre pour l'enterrement, pour la mise en bière. Venez nombreux. Charlie, je voudrais profiter qu'on parle vite fait des Lakers pour parler de cette défense là qui est jouée sur Victor Wembanyama depuis 2 matchs, que ce soit Phoenix ou les Lakers. On voit qu'il y a un schéma défensif étonnant qui est en train de se mettre en place face aux Spurs pour contrer l'influence de Victor Wembanyama sur le terrain. C'est assez étonnant. Moi, j'aime bien voir des défenses comme ça qui sont totalement singulières, qui sortent totalement de l'ordinaire parce que tu as un joueur hors norme en face. Et ça marche pour l'instant, ça marche. On voit qu'il y a des espèces de... Alors, je sais plus comment ça s'appelle une box zone, selon les termes techniques que j'ai pu trouver sur la défense proposée, où grosso modo, tu as des prises à 2, voire à 3 permanentes. L'idée, c'est de empêcher le ballon d'arriver en premier lieu, et si jamais il chope le ballon,
de faire en sorte qu'ils veuillent pas le garder, quoi. En pressant à 2, à 3, enfin, en mettant Ouais, l'intégralité de l'effectif carrément en pressing sur le gars, quoi. ouais, et puis pas Et forcément le pivot en premier. non, tout à fait. N'importe qui, en fait. Ils font une espèce de rotation, peu importe qui c'est. L'objectif, c'est de créer une, une, une forêt de bras autour de Victor Ouais, exactement, ouais. pour le forcer à prendre à faire des passes précipitées, à prendre des décisions trop rapides encore pour lui. Et j'ai bien aimé parce que Mitch Johnson, le coach, a dit que c'était à eux de trouver des solutions collectives pour aider Victor. Tout à fait. Victor Wembanyama lui a dit, bah voilà, il faut que c'est un point de progression. Il va falloir que je démêle ce schéma défensif que je n'ai absolument jamais vu. Et clairement, hein, et j'adore ça parce que Victor là va devoir apprendre à lire l'action avant. Donc les prises à deux, il va falloir qu'il les lise avant même qu'elles se mettent, enfin, à leur lancement. Et c'est extrêmement difficile parce que quand tu vois la rapidité d'exécution que ça demande, c'est assez dingo. Et t'as un mec qui le fait extrêmement bien en NBA, c'est Nikola Jokic. Mais bon, le gars, c'est un ordinateur, quoi. Ouais, Donc, c'est ça, c'est oui, oui, c'est vraiment un ordinateur. Il y a mais des qu'est-ce que images qui t'en sont penses de sorties. cette défense? Bah effectivement, je trouve que c'est intéressant et puis c'est bien que ça challenge un peu Wembanyama. Je pense aussi, pour être honnête, que il souffre aujourd'hui Wembanyama du manque de vrais créateurs dans son équipe. Dylan Harper le faisait, il est plus là. Ouais, Cassel a pas ce ça manque, hein. profil. Ouais, ouais, Mhm. on verra ce que ça donne avec le retour de Fox. Maintenant, Ouais. effectivement, t'as raison, c'est ça, c'est une forêt de bras, des ailiers athlétiques bien longs, bien gênants, bien pénibles là, qui viennent le déranger. Et en plus, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on avait dit après le match contre Phoenix. On avait dit Ouais, ce que Phoenix a fait, c'est un modèle et il y a d'autres équipes qui vont le répliquer tout à et fait. ça a pas manqué. Et, écoute, c'est la carrière d'une superstar, c'est la vie d'une superstar NBA. Hein. Tu dois t'adapter à ce qui est proposé à toi. C'est évident que les équipes NBA allaient pas laisser Wembanyama leur marcher dessus pendant 15 ans sans jamais rien proposer, sans jamais réagir. Ça va être très intéressant, je trouve, de voir comment lui et les Spurs au global vont réussir à parer ça. Mais ouais, non, moi j'étais très content de voir ça, je t'avoue, comme c'était les Lakers. Maintenant, j'aimerais bien qu'on laisse un peu Wembanyama dominer à nouveau, quoi. Ouais, c'est fou parce que quand une défense comme ça ignore les quatre autres joueurs pour se concentrer sur un seul, ça montre aussi, Charlie, le changement de statut définitif de Wembanyama en NBA. Ah bah bien Et, sûr. et, et c'est Marcus Smart qui a dit ça dans le post-game après la rencontre. Il disait ah c'est cool, j'aime bien jouer un mec comme Wembanyama parce que je suis un mec ultra compétitif. J'adore ce genre de challenge et lui il représente comme un challenge ultime pour un gars comme Smart. Et il avait l'air de dire, à un moment, c'est ce qu'il dit, je sais plus ce que j'ai pas noté exactement la phrase, tiens, pour le coup, j'ai pas copié sa phrase, mais il disait en substance que mieux vaut s'amuser maintenant pour se confronter à lui au moment où il est encore en train de se chercher, il est encore en train de déployer ses ailes totalement, où il est encore humain, on va dire, mais il avait l'air de dire le jour où il va comprendre comment se sortir de ce qu'on est en train de lui faire, le jour où il va régler la plupart des défenses, où il aura vu toutes les défenses, c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est ce qu'on fait aux superstars, et les superstars finissent par apprendre à force de voir les mêmes défenses. Et au bout d'un moment, bah, le cahier des solutions, il est vide. Tu n'as plus rien à proposer, et puis tu dois faire avec, quoi. Et Ouais, je ouais. pense que Victor, ça va être ce joueur-là. Et après, il y a aussi un élément qu'il faut mentionner forcément, c'est que Wembanyama, on a tous été captivés par son début de saison. Mm-hmm. Il avait pas enchaîné les matchs depuis février dernier, quand même. Tu vois. Complètement. Je veux dire, à un moment, on peut pas non plus s'étonner qu'il ait un coup de moins bien, que physiquement ça soit un peu plus compliqué, etc., etc. Je veux dire, c'est aussi une accumulation de choses. Tu vois, il y a la préparation des adversaires, il y a les nouvelles défenses qui sont mises en place contre lui, et il y a aussi le fait que le rythme de la NBA c'est infernal. Et pour un joueur qui n'avait pas enchaîné les matchs depuis février dernier, même si il était très bien, il avait beaucoup bossé physiquement, même si il avait fait une super préparation physique, etc. Rien ne remplace le rythme de la compétition. Et c'est aussi un peu normal qu'il ait des coups de moins bien, quoi. Mais absolument, Charlie. T'as absolument raison, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est un point extrêmement important à souligner, en effet, ouais. C'est sûr et certain ce que tu es en train de dire. Et
Écoute, on verra bien comment ça évolue, mais ça me plaît bien cette saison des Spurs et de Wembanyama. Ça me plaît bien de voir déjà les équipes commencer à chercher ce genre d'absolutisme dans la défense pour essayer de le contrer. C'est vraiment un très bon signe. Ouais, c'est clair. Ça peut être très frustrant, je pense, pour les fans, mais c'est vraiment un très très bon signe. C'est signe qu'on est déjà en train de taper dans les ultimes solutions pour essayer de le contrer. Bah, il est déjà aujourd'hui considéré comme un des tout meilleurs joueurs de la ligue, et a raison, hein, parce qu'il l'est. Oui. Mais je pense qu'il est dans le top 10, définitivement. Oui. Et c'est pas un top 10. Le top 10 de la NBA, c'est pas facile à rentrer dedans. Ça semble facile de dire ça, mais ça ne l'est pas du tout. Regardez les 10 meilleurs joueurs de la NBA, franchement, c'est chaud, quoi. C'est Euh, est-ce l'élite de qu'il- l'élite. voilà. Est-ce qu'il est top 5? Je pense qu'aujourd'hui, on en est là avec Victor Wembanyama. Il tape à la porte de ce top 5 et pour moi, son début de saison, il y est, clairement. Oui, alors sur son début de saison, oui, mais pour être installé dans le top 5, faut le faire Exactement. sur des mois et des mois. T'as absolument raison. C'est tout à fait ça. Charlie, on va faire notre dernier chapitre sur les équipes qui se cherchent. Et si tu veux bien, je vais commencer avec mon équipe à moi. Allez. J'avais choisi les Knicks avant leur magnifique victoire la nuit dernière face à Minnesota. Mea culpa, désolé. Euh, Anthony Edwards qui a fait son retour de blessure d'ailleurs. On le place au passage. Les hommes de Mike Brown ont particulièrement été convaincants, notamment G. Anunoby, 25 points, 8 rebonds, défense de fer, une combativité de chaque instant. Beaucoup aimé son match. Collectivement, New York a montré une plus grande cohésion que sur les premières rencontres de la saison. Le bilan était à 4-3 avant ce match face aux Wolves. Ils avaient commencé la saison avec 2 belles victoires face à Cleveland et à Boston. Ensuite, ils se sont inclinés à 3 reprises. C'est aussi pour ça que je les avais choisis dans cette rubrique-là. Ils ont perdu face aux Heat, face aux Bucks et aux Bulls. Alors, sur le coup, c'était un peu surprenant et décevant parce que j'ai aussi beaucoup d'ambition pour cette équipe des Knicks. J'ai dit, hein, je veux qu'ils sortent de la conférence. Pour moi, ils vont sortir de la conférence Est. Quand tu vois la saison du Heat de Milwaukee ou de Chicago, bah, tu comprends mieux pourquoi ils ont perdu, pourquoi les Knicks sont perdus. C'est 3 équipes qui ont commencé en pleine bourre cette saison régulière. Donc c'est pas complètement fou. J'avais aussi bien saisi la nécessité de pour ce groupe d'assimiler les nouvelles méthodes mises en place par Mike Brown et le coaching staff. Sous Mike Brown, cette équipe de New York a bondi au classement des passes distribuées par match, notamment. Ils sont passés du fin fond de la NBA aux premières loges. Pareil pour les tentatives à 3 points par match. L'allocation des minutes de jeu a été totalement bouleversée. Le 5 le plus utilisé des Knicks, qui était largement en tête des minutes jouées la saison passée, ne figure même pas sur la première page des résultats du site NBA.com. C'est vous dire. Donc voilà, je vois cette équipe, pour moi, elle est très intéressante et pour moi, elle se cherche parce qu'ils ont entamé un reset de leur culture, de la culture qu'ils ont développée sous Tom Thibodeau pour embrasser une nouvelle manière de jouer au basket qui est plus en phase avec la NBA moderne. C'est les armes dont ils auront besoin en avril prochain à l'entame des playoffs. Donc oui, pour moi, c'est une équipe qui se cherche. Je reste foncièrement confiant dans le pronostic que j'ai donné, quand on a fait nos pronostics, toi et moi, sur les vrais prétendants. Je pense que cette équipe va sortir de cette conférence Est. Rien n'est garanti, évidemment. Et cette évolution collective des Knicks, avec les hauts et bas que ça suppose, je vais regarder ça avec beaucoup d'intention. Donc voilà. Donc, ça peut sembler un peu hard de les mettre là, mais c'est pour ça que j'essaye d'expliquer un peu mon point de vue les concernant. Écoute, ouais, bah, moi je vais être franc, je suis pas très inquiet pour les Knicks. Je pense que bah, toi non plus, hein, puisque tu les vois toujours sortir de l'Est. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il faut pas oublier qu'ils ont changé de coach cet été. On peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait immédiatement. Moi, j'ai plutôt la sensation que l'équipe monte en régime. Le retour de Mitchell Robinson aide. Josh Hart aussi a quand même eu du mal. Il a démarré la saison avec une blessure à la main et on voyait bien qu'il était gêné. Et c'est un joueur dont on peut pas sous-estimer l'importance dans cet effectif. En sortie de banc, c'est le joueur sur lequel Mike Brown s'appuie le plus avec Miles McBride. On sait à quel point l'intensité qu'il met est hyper importante. Tu l'as dit, c'est une équipe qui a changé d'identité. Ça artille beaucoup à 3 points. Il y a que Boston et Cleveland qui en prennent plus, je crois, sur ce début de saison. En plus, ils ont un pourcentage global qui est assez correct. Ils ont un bon offensive rating.
Alors, la défense est dans la moyenne. Évidemment, c'est pas incroyable, mais honnêtement, il faut dire les choses. C'est quand même très difficile d'être dominant défensivement quand t'as Brunson et Towns sur le parquet. Ouais, tout à fait. Il y a des éléments qui sont encourageants, la force de l'équipe au rebond offensif notamment, hein. Ils dominent la ligue sur ce début de saison dans ce domaine. Et à un moment, il va falloir quand même évoquer le cas Mitchell Robinson. C'est délirant. Ouais, Sur les 3 matchs qu'il a joué, il a pris 26 rebonds au total, c'est un extraterrestre, ce 19 joueur. rebonds offensifs sur les 26 qu'il a pris. Contre Minnesota, il prend 10 rebonds, 9 offensifs. Mais tu te souviens, on en avait parlé en playoff. Mais bien Déjà, sûr, c'était complètement fabuleux ce c'est qu'il faisait. surnaturel. Non, mais c'est Mais c'est ça, c'est surnaturel. surnaturel, c'est un super pouvoir, quoi. Ouais, C'est écoute, fou. écoute, voilà, pour l'instant, ils sont invaincus à domicile. Alors oui, tu l'as dit. En fait, ce qui fait un peu mal, et c'est aussi pour ça que moi j'ai compris ton choix, c'est que les 3 matchs qu'ils ont perdus consécutivement, c'est quand même face à des équipes qui sont entre guillemets des concurrents directs. Alors je dis entre guillemets parce que l'Est c'est quand même super compliqué à pronostiquer. Cleveland et New York ont eu des débuts un peu plus laborieux que ce qu'on pouvait évoquer. Et il y a eu Euh, beaucoup de surprises, voilà, Orlando est totalement aux fraises, inattendues. Détroit Ouais. confirme. Enfin, en fait, la hiérarchie, elle est pas clairement établie, contrairement à l'Ouest où il y a un patron absolu et très très clair qui était attendu et qui assume son statut. Bon, voilà, là, ils vont avoir un enchaînement de rencontres. Je serais pas surpris si à la fin du mois de novembre, les Knicks sont premiers à l'Est. Et ils vont jouer Brooklyn, Memphis, Orlando et Miami. Tout ça, c'est à domicile. Derrière, ils partent sur un road trip où ils jouent Miami, Dallas, Orlando, Brooklyn et Charlotte. Ils, vont, ils, Ouais. ils peuvent se régaler sur les 10 matchs qui viennent. Donc voilà, je serais pas surpris si dans 3 semaines, ils sont en tête à l'Est. Ouais, puis si tu poursuis comment dire, leur calendrier, je pense qu'ils peuvent finir l'année, à part enfin, il y a Cleveland le 25 décembre, mais sinon c'est quasiment que des matchs prenables d'une façon ou d'une autre, quoi. En théorie, oui. En théorie, ouais. Ouais, en théorie, parce que voilà, on est obligé de Bon, dire en après, théorie, parce qu'avec cette voilà, conférence Est, tu vois. les Bucks, les Raptors, c'est une équipe dont on va parler aussi prochainement parce que c'est une des équipes qui m'intrigue le plus dans cette, enfin, à laquelle je m'attendais pas en vrai dans ce début de saison. Et ils sont à 4-4, hein, c'est pas fou, mais je pensais, enfin, ils ont remporté des bonnes rencontres, les Raptors. Ouais, on pouvait s'attendre à pire que 4-4, hein. Ouais. Donc, ouais, ouais, on verra bien, mais effectivement, tu as raison. Je pense qu'ils peuvent finir ce mois de novembre, même jusqu'à décembre. En théorie, ça peut vraiment prendre forme du côté des Knicks. Tu as raison. Ton équipe à toi, Charlie. Bah, écoute, moi, j'ai choisi les Clippers. Alors, tu l'as dit en préambule, hein, mon premier réflexe, évidemment, quand tu m'as dit le sujet, ça a été de penser à Orlando. Mais Orlando, on en a quand même déjà beaucoup parlé. On va pas dire chaque semaine à quel point ils nous déçoivent. Ouais. Donc ouais, les Clippers, c'est un début de saison que je trouve un peu décevant. Alors, au-delà de l'aspect comptable, qui est pas catastrophique non plus, hein, c'est surtout la manière, moi, qui me pose question. Parfois, j'ai un peu la sensation que cette équipe, elle a pas envie. Alors, l'exemple évident, c'est le premier match de la saison face à Utah, où ils se font Ouais. bouffer dans l'intensité. Ouais, ils prennent 4, ils ont encaissé quasiment 80 points en une mi-temps, 20 points d'écart sur le résultat final, c'était très très moche. Ils auraient aussi pu se faire surprendre par les Pels. Ils ont été sauvés par un buzzer beater pardon, de Kawhi. Écoute, voilà, bon, c'est pas tout le temps le cas, hein. Le match face à OKC, par exemple, ils ont plutôt bien tenu pendant 3 quarts temps avant de céder face à l'armada du Thunder, mais j'ai un peu une sensation bizarre devant cette équipe, comme si c'était pas vraiment une équipe, justement, comme s'ils étaient parfois un peu en total impro. Ils perdent énormément de ballons, c'est une des pires, sinon la pire équipe de la ligue à ce niveau-là, et évidemment, ça contribue à cette impression un peu de bordel. Ça impacte évidemment beaucoup leur défense. Personne aujourd'hui en NBA ne prend plus de points qu'eux sur perte de balles, c'est logique. Voilà, globalement, ils ont un des pires defensive ratings. Bon, vraiment, j'ai une sensation bizarre devant cette équipe. L'ajout de Bradley Beal, c'est un échec pour le moment. Alors, Ouais, c'est fou. ouais, C'est hein, fou, cette histoire de Bradley Beal. Je comprends pas l'histoire de Bradley Beal. bah, Je on comprends dirait pas qu'il a pas comment trouvé sa place, quoi. Ouais, ouais, mais maintenant, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, ouais, bah écoute, cette nuit, il va retrouver les Suns, hein. Peut-être qu'il va, Ouais. peut-être qu'il va nous sortir un premier vrai match référence avec les Clippers, mais C'est voilà. pas un joueur auquel je suis attaché, mais euh, de voir ce qu'il est devenu par rapport à ce qu'il a été, Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est la ça. chute, elle est Elle est vertigineuse et extrêmement rapide, quoi. dingue.
Écoute, voilà, je les vois pas faire une vraie mauvaise saison, parce que tant que Kawhi et Harden seront là, ils vont gagner des matchs, hein. C'est des mecs qui sont capables de scorer sur tout le monde. Les Clippers, je les vois aussi s'améliorer défensivement. Ils ont des vraies armes en la matière. Kawhi, Derrick Jones Jr., Chris Dunn John Collins, c'est un bon point, c'est un point aussi, positif de cette saison pour l'instant. En c'est sixième vrai. homme, il est parfait. Mais en l'état, moi j'ai quand même du mal à les imaginer faire une vraie grosse saison. Alors je sais pas Mm. si quelqu'un les attendait très haut ou les voyait faire une saison incroyable, mais écoute, il y a aussi la situation globale de la franchise qui est également sujette à discussion avec l'affaire du contrat de Kawhi. Alors Steve Ballmer est sous le coup d'une plainte de plusieurs investisseurs d'Aspiration. On va voir ce qu'il en est. Bref, ce début de saison est assez loin d'être idéal et c'est vrai que les suites de l'affaire Kawhi pourraient en plus bouleverser tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc voilà, les Clippers, j'ai vraiment une sensation bizarre en les regardant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très sincèrement, vu l'an dernier comment ça s'était passé la saison, franchement, ils avaient été très très surprenants de trouver des solutions sans Kawhi Leonard. Et je me souviens, Norman Powell nous sortait une saison quasi All-Star Ouais, tout à fait. la saison passée sous le maillot des Clippers. Et il est plus là. Il apportait cette énergie, cette espèce de déclic offensif qu'il était capable d'apporter sur le parquet. Il n'était pas en sortie de banc puisqu'il était titulaire. Euh, et là, il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de joueur pour apporter cette espèce de Étincelle. décharge électrique un petit peu. Alors Collins, je le trouve bon, je trouve que c'est un des joueurs qui surnage. Derrick Jones Jr., c'est toujours un joueur que je respecte. Je trouve qu'il est très bon. Harden, je sais pas, Harden c'est un créateur génial, mais comme tu dis, tu parlais des problèmes de perte de balles, et le mec il est central dans cette histoire, il a plus de 4 ballons perdus par match. Ouais, et puis il a C'est... 36 piges, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non mais c'est pas tenable, ouais. Puis Kawhi Harden, Harden, à eux deux, c'est on 70 ans. connaît le personnage maintenant, c'est bon quoi. Oui. Définitivement. Bradley Beal, comme tu l'as dit, la greffe est pas du tout convaincante. Alors, est-ce qu'il est capable, à un moment ou à un autre, de trouver son rythme? J'en sais rien, je Il a commence à... joué que 4 matchs hein, pour l'instant, tu vois. On va pas non Oui, plus oui, oui, l'enterrer définitivement, mais mais bon, il est quand même excessivement loin de ses standards d'avant, quoi. oui, très très loin. C'est Là, il commence à accumuler le temps où il est, il est même pas mid, il est même pas, enfin, moyen comme joueur. Il y a rien qui justifie qu'il ait autant de minutes de jeu. Non, puis si tu veux, moi, ce qui me dérange un peu, c'est vraiment cette sensation qu'en termes d'état d'esprit, il y a un problème. Et en fait, là où ça me Hmm, dérange, c'est que c'est ça. pour moi, c'est une des grandes qualités de Tyronn Lue, tu vois. Tyronn Lue, pour moi, c'est un vrai meneur d'hommes, c'est un mec qui est capable euh, d'unir un vestiaire autour d'une ambition commune, de tirer un groupe vers le haut, etc. Je te dis pas que c'est le meilleur coach de la NBA, c'est pas le cas, mais pour moi, vraiment, ça fait partie de ses forces. Et là, sur ce début de saison, justement, j'ai pas l'impression de voir une équipe de Tyronn Lue. Et je suis absolument d'accord avec ça. C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Et il y a un problème d'attitude. C'est ce que tu dis. J'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un malaise. Ce serait un mot très fort quand même de dire ça. Mais il y a quelque chose qui prend pas, quoi. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est ça, ça prend pas. Et comme tu dis, là, les affaires, là, Steve Ballmer, là, tout ça, ça va peser au-dessus de la tête de cette franchise toute la saison. On verra bien ce que ça donnera, écoute. Mais ouais, à suivre les Clippers, effectivement. Merci, Charlie. Bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis voilà, puis on se retrouve la semaine prochaine, Ouais. mardi matin. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis bah voilà, passez une bonne fin de semaine, un très 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 bon week-end. Et on se retrouve mardi matin pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.